Le nombre de disparitions et d'attaques d'animaux ne cessait d'augmenter. Dans la région proche de Fukushima, tout le monde là-bas n'accusait qu'une seule chose, un ours. Certains même parlaient d'une ancienne légende, d'où un démon était capable de prendre l'apparence d'un animal afin de s'approcher des hommes et de les attaquer. Plusieurs tentatives se sont faites afin d'essayer d'arrêter cette bête, mais toutes se sont soldées par de puissants échecs. La bête était visiblement aussi intelligente que cruelle, et était capable de ne laisser aucune trace sur les lieux du meurtre. Complètement désespérés et en manque de solution, les gens de la région reçurent la visite d'un chasseur qui leur promettait la peau de l'animal et la vengeance de tous ceux qui en étaient morts. L'homme demandait une grande somme d'argent en échange de ses services. Les habitants acceptèrent à contre-cœur, mais puisque le chasseur ne demandait son argent qu'une fois l'animal mort, il y avait peu de chances qu'il vienne récupérer son dû. Le chasseur avait comme un léger doute sur l'identité de cette créature, sur ce qu'elle pouvait être et sur la réelle nature qu'elle pouvait cacher. Il décida donc de faire le mort pendant 6 mois. Les habitants acceptèrent à contre-cœur leur destin. Beaucoup d'entre eux déménagèrent et d'autres préfèrent rester ici afin de défendre leurs terres. Une dizaine de morts supplémentaires se sont accumulées depuis le départ du chasseur. Il n'annonça à personne qu'il faisait son grand retour et commença à chasser la bête dans la plus grande des discrétions. Il commença par poser des pièges, assez simples dans un premier temps. Le but du jeu était surtout de juger l'intelligence de la créature et de trouver le moyen idéal pour l'attraper. Après tout ce que les habitants avaient subi à cause d'elle, il a directement imaginé que la ramener vivant devant eux leur apporterait bien plus de satisfaction s'ils lui mettaient fin à ses jours eux-mêmes. Mais plus les jours avancèrent, et plus l'animal semblait être doté d'une très grande intelligence, bien trop grande pour quoi que ce soit qui vivait dans cette région. Il laissa donc tomber les pièges et décida lui-même de chasser la créature. Bien sûr, avec des fléchettes anesthésiantes. Il n'était pas le premier ours qui traquait, et il ne serait certainement pas le dernier. Le chasseur commençait à avoir une petite idée de la réelle nature de l'animal qu'il traquait comme ça depuis plusieurs temps maintenant. Ses doutes se confirmèrent un soir. Ils avancèrent tranquillement dans une prairie, plongée dans les ténèbres, quand il entendit le cri d'une femme appeler à l'aide. Il accourut au secours de la jeune femme, et il y découvrit une grande créature qui semblait être revêtie d'une peau qu'elle avait elle-même bricolée et ajustée à sa taille. Il tira 2 fléchettes anesthésiantes dans le corps de l'animal, qui tomba lourdement sur le sol. Il alla voir la créature, qui était maintenant là, totalement à sa merci, et il découvrit ce qu'il savait déjà. Sous cette fourrure se cachait en réalité un homme qui utilisait la légende de l'ours démon afin d'effrayer les villageois et d'abuser d'eux à sa guise. La jeune femme le remercia de l'avoir sauvé, et elle rentra aussitôt chez elle, effrayée et certainement traumatisée à vie de la soirée qu'elle venait de vivre. Comme prévu, le chasseur attrapa l'homme et le conduit aux habitants du village le plus proche. Ils leur expliquèrent la situation, que c'était cet homme qui se faisait passer pour un monstre et qui en abusait depuis plusieurs mois maintenant. Le chasseur resta aux côtés de l'homme inconscient pendant plusieurs jours, afin d'attendre son réveil. Quand celui-ci arriva, l'homme était complètement déboussolé et se demandait ce qu'il faisait ici. L'homme se réveilla au milieu d'un petit marché. Le chasseur lui expliqua rapidement la situation et les villageois furent leur entrée dans le marché, tout autour de l'imposteur. Le chasseur partit lentement du village en ne chuchotant qu'une dernière petite phrase à l'imposteur. « Je peux empêcher qu'un animal ne m'attaque et me dépece sur place. Mais vous, arriverez-vous à calmer cette foule en colère qui réclame vengeance depuis plusieurs mois maintenant ?»
Une jeune mère se passait tranquillement la soirée devant la télé, après que sa fille ne s'est couchée toute seule. Sa petite fille qu'elle aimait tant, à peine 4 ans, une petite blonde, aux yeux d'un bleu magnifique et au sourire des plus étincelants. La jeune mère regardait tranquillement son émission, mais ne pouvait se demander si sa fille dormait tranquillement, car la journée d'aujourd'hui avait été des plus agitées. Elle ne l'entendait pas du salon. Elle se dit donc qu'elle devait dormir profondément et qu'il serait cruel de sa part d'aller la déranger. Les heures passèrent rapidement et l'émission de la jeune mère fut terminée. À son tour maintenant d'aller se coucher. Elle ira se coucher seule ce soir. Son mari n'est malheureusement pas là. Comme souvent le soir, il est de garde dans un hôpital et ne peut pas toujours être présent pour sa famille. Mais la jeune mère fut surprise de voir une silhouette allongée dans son lit, blottie dans la couverture. Elle pensa immédiatement à sa jeune fille, qui avait dû avoir du mal à s'endormir, et qui était là, allongée, en train d'attendre sa maman. Elle s'allongea donc très discrètement avec elle dans le lit, et tenta de trouver le sommeil, sans déranger sa fille. Mais seulement 10 minutes après s'être couchée, sa fille entra dans sa chambre, et lui dit « J'ai fait un cauchemar, je peux dormir avec toi ?» Toute confuse, la mère se demanda « Mais alors, qui est avec moi dans le lit ce soir ?» Nous avons tous une célébrité que nous adorons plus que tout au monde. Que ça soit un chanteur, un acteur ou bien d'autres domaines encore, nous avons chacun notre héros, celui que nous aimerions ressembler et que nous envions tellement le succès qu'il mérite tant. Mais il arrive bien souvent que tout ce petit monde fasse des mauvais choix eux aussi. Je veux bien sûr parler d'un choix financier, un mauvais placement en bourse, une mauvaise transaction ou encore une dépendance à un produit peu légal mais qui pourtant revient à une fortune. Pour ce genre de situation, les célébrités ont souvent deux choix. Soit ils se lancent un grand coup de boost et relancent leur carrière afin de renflouer leur caisse, ou comme beaucoup encore, ils participent dans des pubs et essayent de tirer le plus possible de leur image. Je pourrais vous citer énormément d'exemples de publicités où de grands acteurs que nous avons l'habitude de voir passent pour de personnages complètement ridicules. Mais nous ne sommes pas là pour les réciter, bien sûr. Mais il existe une publicité qui aurait dû passer il y a bien des années de cela, mais qui n'a jamais été montrée à la télé. La publicité était destinée à une marque de bonbons, dont je ne citerai pas le nom, qui lançait une nouvelle gamme de produits. Les bonbons Raptor. La marque de bonbons voulait profiter du succès du film Jurassic Park afin de lancer sa propre gamme de produits Raptor. La célébrité qui passa dans cette publicité ne devait quasiment pas se montrer. Elle ne devait que chanter une petite musique nulle et danser une chorégraphie digne d'un enfant de 5 ans. La célébrité qui normalement ne devait pas être reconnue dans cette pub avait quand même toutes les chances d'être découverte à cause de sa voix qui était totalement reconnaissable même sous le costume. Une demi-douzaine de personnes avaient participé à la publicité qui avait été tournée en plein milieu de l'usine mère de la marque de bonbons. Quelques jours après le tournage de la publicité et une semaine avant sa diffusion sur le petit écran, les 6 membres du personnel qui avaient géré le tournage de la pub avaient été retrouvés dans les vestiaires pour hommes de l'usine, tous morts. D'après les experts en charge de l'enquête, ils seraient morts à coups de hache, la même hache qui devait servir à la base afin d'aider le personnel en cas d'incendie de l'usine. Aucun indice n'a été trouvé sur place ce jour-là, juste un enregistrement audio de quelqu'un qui ne cessait de répéter « Jamais, jamais, jamais il ne doit savoir, jamais ils ne sauront qui était derrière le Raptor ». Bien sûr, la police en a directement déduit que la célébrité qui avait tourné dans la publicité devait être le tueur de ces 6 personnes.
Mais il aurait été impossible de savoir exactement qui participait à cette publicité et qui était ce fameux raptor tueur. La publicité ne vit donc jamais le jour, afin d'étouffer l'affaire et que la marque n'en souffre pas. Aujourd'hui encore, cette célébrité est là. Elle continue à tourner ses films, à chanter ses chansons ou à faire bien d'autres choses encore. Et maintenant je vous pose la question, est-ce que si votre idole aurait été sous ce costume de raptor, continueriez-vous à l'apprécier autant? Ou alors le verriez-vous comme il est réellement? Cette horreur que j'ai pu voir dépasse toutes celles que j'ai accumulées durant toute ma longue carrière. Et je n'aurais jamais pu imaginer que cela était possible. Je suis agent de police. Je suis affecté dans la Bolivie, plus exactement dans la grande ville de La Paz. Elle est la ville administrative la plus haute perchée dans le monde. À plus de 3500 mètres d'altitude, croyez-moi que les animaux sauvages ou autres bestioles bizarres y sont très rares. Mais c'est ce qui est malheureusement arrivé. J'ai été appelé, moi et mes collègues, pour une disparition d'enfants qui s'était produite plus tôt dans la journée, dans une école maternelle. En arrivant sur place, on nous expliqua rapidement que les enfants avaient disparu durant la récréation. De très grosses marques avaient été retrouvées sur place, mais aucun signe qui pouvait laisser penser que les enfants avaient été kidnappés par quelqu'un. J'ai su directement que quelque chose n'allait vraiment pas avec cette histoire. Il nous a fallu une semaine pour retrouver la piste des enfants, car les traces laissées sur place n'étaient vraiment pas ordinaires, et nous n'avions aucune idée de ce que cela pouvait être. Une longue semaine à se demander tous les jours si oui ou non nous allons les retrouver, et si nous les retrouverions vivants, et dans quelles conditions. Une bonne partie de la population a joué le jeu avec nous, dont les familles des enfants disparus. Nous avons ainsi retrouvé plus rapidement les enfants, enfin, plus rapidement que prévu. Mais cela a été quand même bien trop tard. Nous les avons retrouvés en contrebas dans la montagne, dans une petite forêt, égarés de tout. Quand je vous parlais tout à l'heure d'animaux sauvages, j'aurais pu imaginer n'importe quoi qu'il pouvait y avoir dans le coin, mais absolument pas ce que nous allions trouver. Ce qui restait des enfants, essentiellement des vêtements et 2-3 os par-ci par-là, était en plein milieu d'un nid de sangliers, plus exactement des babiroussas, une variété un peu plus grosse et plus agressif que les sangliers ordinaires. Ils ont dû attraper les enfants pendant qu'ils jouaient tranquillement et les ont ramenés en contrebas de la montagne, sans que personne ne s'en aperçoive. Les animaux effrayés ont pris la fuite et nous ne les avons pas revus depuis. En temps normal, je suis censé appeler un gardien de zoo ou je ne sais encore quels services municipaux afin de venir chercher ces animaux, mais je crois que la population locale a bien le droit de se venger un peu de ces prédateurs qui étaient vraiment là au mauvais moment. Et puis de toute façon, je ne vous cacherai pas que je n'ai même pas l'envie de faire quoi que ce soit. Je me joins à la population. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir ces animaux morts. Je suis maintenant là, dans mon bureau, à attendre patiemment des nouvelles de ces animaux. De préférence, de mauvaises nouvelles pour eux. Mais je ne suis pas idiot. Je sais très bien que ces animaux se reproduisent très vite. Certes, ce groupe sera mort, mais combien d'entre eux rôdent encore dans la ville et dans ses environs? Je crains que malheureusement, les affaires de disparition dans la ville de Paz ne font que commencer. Puis-je vous poser une question? Pourquoi faut-il que ce soit toujours dans les jeux les plus simples et les plus mignons que les bugs y sont souvent les plus écœurants? Mais peut-être que vous ne connaissez pas ce jeu. Laissez-moi vous expliquer rapidement le but. Vous jouez le rôle d'un maçon
qui accepte les petits contrats dans un premier temps, afin de faire des réparations chez les particuliers. Puis au fil du temps, vous achetez vos propres maisons que vous rénovez, afin de les revendre à un bon prix. Et bien sûr plein d'autres fonctionnalités, mais nous ne sommes pas là pour ça. Je venais de me prendre le jeu sur console il y a peu de temps. J'avais commencé une partie depuis plusieurs heures maintenant. En plein milieu de ma partie, j'ai commencé à acheter des maisons afin de les reconstruire moi-même et à les vendre à bon prix. J'ai acheté plusieurs maisons au même vendeur. Son nom est un petit peu ridicule et je ne préfère même pas l'évoquer, de peur de ne pas être pris au sérieux. Dans l'ensemble, les maisons étaient toutes les mêmes. Une cuisine, un salon, 3 chambres, salle de bain et une cave. Les maisons n'étaient pas très sales et la réparation était très rapide à chaque fois. Le seul problème qu'il y avait, c'était les caves. Elles étaient toutes dans un état digne d'un film d'horreur tel Massacre à la tronçonneuse ou le manoir de la famille folle dans Resident Evil 7. Pour la première maison, je vous avouerai que je n'ai fait que rigoler. Je me suis dit, le jeu aime bien faire quelques blagues finalement. La maison d'un serial killer, pourquoi pas. Et je n'y ai pas porté plus attention que cela. Mais toutes les maisons que j'achetais de la part de ce vendeur étaient dans le même état. Enfin du moins, l'état dépendait de la taille de la cave. Plus elle était petite, et plus le massacre se continuait sur la maison, se déversant dans un torrent de sang et de tripes qui pouvait jusqu'à s'étendre jusqu'à la porte d'entrée. La dernière maison que j'ai achetée était bien la pire dans le lot. Je ne sais pas combien de personnes sont mortes dans cette maison, mais je peux vous assurer qu'elle était entièrement redécorée du sol au plafond. Et moi qui n'ai jamais été grand fan du rouge, je suis bien servi. Je vous pose alors cette question. Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà tombé sur ce genre de maison? Ou alors, est-ce que c'est moi qui ne suis vraiment pas chanceux avec un jeu qui à la base n'est là uniquement que pour se détendre? Mais au final, je me retrouve avec le jeu le plus gore que je n'ai jamais vu de toute ma carrière de gamer. Si cela s'arrêtait là encore, ça ne serait pas spécialement méchant. Mais figurez-vous que j'ai reçu un mail récemment, et je vous laisse deviner de qui il était envoyé. Le mail ne disait qu'une seule chose. Alors, tu apprécies les maisons que je t'ai vendues? Cela n'est sûrement qu'une grosse blague, bien sûr. Mais croyez-moi que je n'ai toujours pas trouvé le courage de lui répondre. Car, qu'est-ce qu'il arrivera si je lui réponds oui ou non? Va-t-il se vexer? Ou va-t-il essayer de refaire une nouvelle maison avec la mienne et que je me retrouve moi-même dans l'une de ces caves morbides? Du haut de ses 15 ans, la petite Chloé a toujours été une grande fan d'équitation. Elle a passé toute sa vie à grandir avec les chevaux, et elle les apprécie bien plus que les hommes, sûrement même bien plus que sa propre famille. Quand elle galope sur la plage, elle ne peut s'empêcher d'imaginer une seule chose, de voir ce qui représente pour elle la perfection chez les chevaux. Pour elle, la perfection serait une licorne de couleur blanche se promenant le long de la plage, la même plage qu'elle se promène en ce moment. La voir libre et galopant au gré de ses envies. Bien sûr, elle savait bien que cela n'était qu'un rêve et que jamais elle ne le verrait. Mais un jour, alors qu'elle se promenait seule sur la plage, elle aperçut ce qui lui semblait de base comme un grand cheval blanc. Elle se rapprocha prudemment de lui, de peur de le faire partir. Mais elle découvrit très rapidement que le cheval n'en était pas un. Il avait comme une corne sur la tête. Elle resta la bouche bée, pensant que cela n'était qu'un rêve. Elle n'arrivait pas à croire elle-même ce qu'elle était en train de voir. Mais après 10 minutes à rester plantée là, elle décida de s'approcher afin d'en avoir le cœur net. L'animal remarqua rapidement sa présence et resta là, à la fixer. Chloé avança prudemment près de l'animal, ne sachant pas comment réagir en cas où. Mais la licorne restait là, bien sagement en la regardant avancer. Comme si son calme était une invitation,
et qu'elle l'autorisait à venir se rapprocher. Chloé continua à avancer dans la direction de l'animal, jusqu'à ce qu'elle puisse tendre le bras afin de lui caresser le museau. D'abord, elle passa lentement ses doigts, puis elle posa sa main afin de la faire glisser jusqu'au haut de la tête de l'animal, qui devait visiblement apprécier le geste. À ce moment, Chloé vivait le plus grand bonheur de toute sa vie. Elle ne pouvait s'imaginer de voir un tel spectacle et d'avoir la chance d'y être seule afin de ne pas être dérangée. On peut même dire qu'à cet instant, elle vivait certainement le plus beau moment de toute sa vie. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle pensait pendant les quelques premières minutes. Soudainement, l'animal attrapa Chloé par le bras avec sa bouche. Elle la mordit de toutes ses forces afin de l'empêcher de s'enfuir, pendant que Chloé hurlait de douleur et appelait à l'aide. Sous les yeux effrayés de la petite, l'animal changea rapidement de forme, afin de devenir une hideuse créature, dont les poils ressemblaient plus à des algues en décomposition, et son visage devenait celui d'une créature extrêmement hideuse. Le monstre ne lâcha pas Chloé et l'emmena avec elle dans l'océan. Il n'a fallu que quelques instants pour que Chloé passe du plus beau moment de sa vie à une mort des plus brutales. Malheureusement pour elle, elle apprenait quelque chose durant cette journée, et même la dernière chose qu'elle apprendra de toute sa vie. Oui, les licornes n'existent pas. Bien d'autres monstres encore plus hideux existent bel et bien, et ils sont là, à guetter les mouvements d'une petite fille, trop innocente et beaucoup trop imprudente pour se méfier d'une créature qui, à la base, semblait être magnifique, mais qui cache une monstrueuse réalité. Comme beaucoup d'entre vous, voire quasiment tout le monde, je porte un masque. C'était que j'ai toujours eu ce masque sur la figure. Qu'importe où j'allais, dans la rue, les magasins, cinéma, j'avais toujours quelque chose sur la figure. Nous sommes plusieurs comme cela à devoir toujours porter un masque. Et cela aujourd'hui vous paraît totalement normal. Mais il y a un an encore à peine, vous auriez dû voir comment les gens me dévisageaient du regard. Comme si je transportais toutes les maladies du monde sur moi et qu'ils avaient peur que je les fasse plonger dans une nouvelle peste noire. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu le droit à tout. Entre les insultes, les jets de pierre ou les regards de travers, cela était devenu mon quotidien, bien dur à supporter. Maintenant, avec les événements actuels, le masque est devenu quelque chose de banal et tout le monde en porte un. Les moqueries et les regards de travers sont enfin partis et je peux vivre normalement au milieu de tout le monde. J'espère que quand tout sera terminé, les gens garderont cette idée en tête que le masque n'est pas une fatalité, mais qu'il est là pour nous protéger. Du moins, s'il était réellement là pour vous protéger de moi. Car voyez-vous, si je porte ce masque, comme plusieurs de mes congénères, ce n'est pas pour vous protéger d'une certaine maladie. Non, c'est pour cacher mon immense sourire et ma gigantesque rangée de dents, aussi aiguisées que ceux d'un requin, et qui sont là, prêts à vous croquer. Moi, je patiente tranquillement, marchant dans la rue, maintenant au milieu de tout le monde, passant complètement anonymement. Et je n'ai plus qu'une activité maintenant, c'est de choisir le meilleur d'entre vous chaque jour, afin de le croquer le soir même.